dragons ont existé il y a de cela extrêmement longtemps. Ils ont existé dans un monde en formation, un monde, j'en ai déjà parlé un peu, à l'époque de Merlin, on approchait de la fin de l'existence du phénomène des dragons. Les dragons n'ont rien à voir avec les dinosaures, justement. On n'a pas trouvé de squelette de dragons. Les dragons, c'était, il n'y en a plus, c'était des extrêmement denses expressions de l'énergie vitale de la planète. Et ce n'était pas du feu qui le crachait, mais de l'énergie vitale dans une densité telle que ça pouvait déformer, réchauffer, brûler, mais c'est pas comme le feu conventionnel, ce qui touchait. Alors c'était le souffle du dragon. Alors c'était des phénomènes qui ont existé à l'époque de l'harmonisation de toute la mécanique vitale dans les premiers temps belvédiciens, un peu après l'époque géovique, où la loi mécanique astrale a été instaurée. Et les dragons ont survécu jusque vers les années 1600 dans certains territoires de notre planète. De plus en plus, les dragons étaient petits, de moins en moins puissants. Et les chevaliers qui allaient combattre les dragons allaient en réalité combattre les forces belvédiciennes, des forces vitales. Et c'est pourquoi normalement un chevalier qui allait combattre les dragons revenait extrêmement plus puissant, plus fort, il vivait mieux et il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait beaucoup de vie, beaucoup d'énergie vitale. L'amour intelligent ne laisse pas de place au choix, à la sélection. Mais le fait de répartir la souffrance planétaire à travers le cosmos n'est-il plus une façon de privilégier l'homme en allégeant son fardeau au détriment des autres entités? Où est l'amour intelligent alors? Est-ce aussi de la merde cosmique ou universelle? Il ne semble y avoir qu'une pulsion vraie ou unanime à tous les plans, peu importe le temps que cela prend à l'accomplir, c'est-à-dire l'intérêt ou l'intentionnalité qui finalement favorisera le retour à la source, à la création. Il faut faire attention entre l'intelligence instantanée et l'amour intelligent, c'est-à-dire une forme d'expression qui humanise un peu plus l'intelligence fondamentale. Si un fardeau karmique doit être supporté par plus de gens ou par une création quelconque dans l'univers, au profit d'une autre qui est plus ascendante, on va chercher l'amour là-dedans. Il n'y en a pas. L'amour, on va le trouver dans l'inconscience de ceux qui souffrent par rapport à la conscience de ceux qui souffrent moins. Là, il y a de l'amour. Pour que nous soyons plus libres, 3/4 de la planète paye. Mais leur souffrance n'est pas tellement plus élevée que la nôtre. Parce que l'amour intelligent les rend inconscients. C'est là qu'on voit de l'amour. On voit des individus qui n'ont rien, qui perdent presque régulièrement tout ce qu'ils pourraient avoir, et ils semblent vivre aussi heureux que nous. C'est parce que cosmiquement, ils sont aimés. On les a obscurcis. Et il y aura une libération de la conscience au fur et à mesure de l'amélioration de leurs conditions. C'est pourquoi plus nous sommes riches, plus nous pouvons évoluer dans la conscience. Plus nous sommes enclins à être assujettis par la souffrance reliée au manque de la matière, nécessairement, plus il y aura des problèmes. Normalement, la conscience va s'obscurcir. Alors, s'il y a de l'intelligence, ça va. On parle de l'amour intelligent, il est simplement dans l'obscurcissement de la conscience de ceux qui ont supporté un fardeau karmique pour nous permettre de monter plus vite. Le processus de vieillissement est réel quand on n'est pas conscient de l'illusion. Si on est conscient, le processus de stabilité se met en marche. Comment procède le processus de rajeunissement? On a le corps qu'on a besoin d'avoir lorsque c'est nécessaire qu'on l'aille. Quand on vient de comprendre la mécanique que j'ai expliquée lors de la première partie. Dans quel espace et comment s'exprimera l'intelligence d'un être supramental totalement fusionné, puisque sa façon de vivre le temps et la façon terrienne ne sont pas les mêmes? À quoi ces êtres s'occupent-ils en plus de vouloir retourner à la source?
Qui êtes-vous? Nous sommes des bons hommes. Non, qui êtes-vous, Daniel Kahn? Bon, maintenant que la porte est fermée, on peut correct. Répondre à vous. Alors, dans quel espace et comment s'exprime l'intelligence d'un être qui est justement supramentalement totalement fusionné, puisque la façon de vivre dans le temps et l'espace de la manière terrienne n'est pas la même que celle d'un être qui est instantané. Celui qui a une fusion a une fusion. La fusion, c'est l'amalgame total entre une conscience supramentale, éthérique, et une conscience planétaire, matérielle. La fusion engendre deux faits. Le fait planétaire est qu'il n'y aura plus de corps physique assujetti à l'évolution spatio-temporelle que nous connaissons. Le deuxième fait est un fait supramental qui fait en sorte que la conscience supramentale ne sera plus non plus assujettie à l'évolution des contingences supramentales. Lorsqu'un homme, une femme ou un enfant, lorsqu'un être humain a une fusion avec son double éthérique, il se crée quelque chose qui n'existe pas dans la création actuellement. Il y a eu des êtres qui sont fusionnés, mais chaque fusion engendre une chose différente, neuve, qui désassujettit le fusionné des lois spatio-temporelles planétaires, ainsi que des lois supramentalo-bouddhiques. Celui qui a une fusion se déplace hors de la création. Celui qui a une fusion a la capacité d'être dans la création, exactement comme l'air a la capacité d'être dans un mur. Celui qui a une fusion totale, complétée, peut créer un corps de chair, relativement lumineux. Ce corps ne vieillit pas. Ce corps se déplace à travers les formes, à travers les illusions des formes, dans la réalité des choses. Alors il est totalement désassujetti de la matérialisation que nous connaissons. Il est là où il veut être, et il peut même être à plusieurs places en même temps. Ces corps. Il peut aussi agresser la conscience astrale d'un corps physique, donc il peut aussi posséder et manipuler, comme il le voudra, ou comme la mécanique le permettra, des corps physiques déjà conscientisés par de l'astral ou par de l'intelligence. Autrement dit, il peut posséder des êtres humains et devenir eux, transformant évidemment l'humain, et après un laps de temps, il abandonne le corps physique de l'humain, l'humain se rappelle un peu ce qu'il a été, il garde comme paiement des dettes le niveau de vie qu'il est allé chercher lorsqu'il a eu le contact avec le fusionné, et il vivra maintenant une vie normale, plus haut, jusqu'à sa mort, jusqu'à la dissolution des mémoires, des illusions, à travers le monde de la mort, pour qu'à un moment donné se réincarne d'autres illusions différentes, déphasées, à travers une illusion de corps physique, pour conserver l'illusion d'évolution. Le fusionner dans le plan supramental a la faculté de transport thérapeutique, cela lui permet donc de rejoindre d'autres mondes, mais cela lui permet surtout d'avoir une expansion de conscience qui va faire en sorte qu'attaché au plan planétaire, il va travailler en fonction d'élever la vibration des corps physiques et de libérer de l'astral ces corps physiques pour que toute l'expérience supportée dans l'astral par l'énergie vibratoire de son propre faisceau supramental puisse être réharmonisée en faisceau d'instantané pour être absorbée par lui de façon à finalement libérer toute son humanité. Comprenons une chose. Le corps physique, c'est de l'énergie supramentale qui sert à exprimer une illusion de forme très particulière. Cette forme de mémoire astrale est de l'énergie supramentale qui sert à exprimer d'autres formes d'illusion selon des formes particulières. Chaque fois qu'une énergie formée, une énergie astrale de mémoire est appliquée dans le monde de la mort ou dans la conscience astrale de l'homme, elle prend de l'énergie supramentale et elle la terrestrifie, elle l'oblige à rester mémorielle, à être totalement astralisée, à être gelée, à être densifiée. Nous avons été, on va devoir reculer un peu, je vais expliquer. Nous avons été un corps éthérique, et ce corps éthérique s'est vu exploser, on appelle ça de l'effusion, pour pouvoir créer des mondes inférieurs. Et chaque fois qu'une partie de ces mondes inférieurs était créée, monde atomique, monde moléculaire, monde matériel, monde vital, monde astral, monde mental, chaque fois qu'une partie de ces mondes a été créée, elle a été créée au détriment d'une grande quantité d'énergie supramentale. 1000 mètres cubes d'énergie supramentale engendrent
100 mètres cubes d'énergie mentale, qui engendre 10 mètres cubes d'énergie astrale, qui engendre 1 mètre cube d'énergie vitale. Et cela peut engendrer 1 décimètre cube d'énergie matérielle. La proportion est beaucoup plus grande. Lorsqu'on libère d'1 centimètre cube de matière, l'énergie qui est contenue dedans, l'énergie vitale, on a une explosion nucléaire assez puissante, avec des résidus très secondaires de matière. Si on pourrait parvenir à une fusion totale de l'énergie matérielle en énergie vitale, on aurait suffisamment d'énergie vitale pour alimenter en vie toute la planète Terre. Pas en matière, mais en vie. Si par la suite on pourrait fusionner, ou disons fissurer plutôt, la structure qui permet à l'énergie vitale d'être de l'énergie vitale, on aurait suffisamment d'astral pour englober toute la galaxie. Alors, chaque fois qu'un être humain a une conscience supramentale, son travail est de démolir l'énergie astrale en mémoire, soit en la rendant vitale, la rendant plus exécutoire plutôt que émotive, soit en la transmuant en l'intelligence sciente et en la transformant en énergie supramentale, ce qui va grossir d'une façon relativement grandiose le corps supramental, le corps éthérique. Chaque fois qu'un être a une fusion, il est attaché au plan planétaire dans le but de digérer, de détruire toutes les illusions de la forme. Autrement dit, un être fusionné a comme fonction de détruire sa partie astrale, de détruire sa partie vitale et de détruire sa partie matière. De plus transmuter son énergie supramentale. Donc, un être supramental qui est un être supramental, oui, supramental, c'est une chose intéressante, qui a finalisé sa fusion, devra détruire 1/12 des corps physiques, 1/12 de l'énergie vitale, 1/12 de la matière, 1/12 du monde de la mort et 1/12 du plan mental. Il y a différentes façons de détruire, dépendant des personnalités fusionnelles. Et quand je parle d'un être qui a finalisé sa fusion avec son double éthérique, je parle surtout d'un être qui a maintenant suffisamment d'instantanéité et d'affiliation avec d'autres phénomènes du même faisceau que lui qui sont parvenus à une fusion, de façon à engendrer la fusion supramentale de différents corps éthériques, de différents doubles éthériques, pour parfaire la destruction fusionnelle ou l'évolution transmutatoire de tout ce qui est entaché de son physique. Autrement dit, il y a des humains présentement ici dans la salle qui sont les conservateurs d'énergie astrale de type bleu. Et leur corps physique est la densification totale d'énergie astrale aussi de type bleu. Et tout cela est de la densification planétaire d'énergie supramentale de type bleu. Alors, ils devront être détruits. Lorsqu'un jour, une fusion totale avec un double éthérique bleu sera parfaitement accomplie, les êtres humains devront être sauvés. C'est-à-dire qu'ils devront être retransformés en énergie bleue. Le corps disparaît, le corps vital disparaît, le corps astral, la mémoire disparaît, le corps mental disparaît, et maintenant, tout ce qui veut être sauvé est sauvé. Ce qui est constitué n'est pas éternel, ce qui le constitue, il est. Et quel est donc le travail de l'être humain qui a totalement accompli cette fusion? Son travail est de parvenir à faire en sorte que tout ce qui est relié à son faisceau puisse être maintenant refaisceauisé, c'est-à-dire replacé en faisceau supramental, de façon à ce que tout cela complet puisse s'en aller. Lorsque tout un faisceau complet de coloration planétaire a été réorchestré dans le phénomène supramental, dans la matière supramentale, il y a dans la matière supramentale d'autres faisceaux bleus qui vont être retrouvés, qui sont affiliés à d'autres mondes, des mondes involutionnaires dans la majorité des cas, et c'est un peu comme la même chose, c'est-à-dire que chaque être fusionné, lorsque 1/12 de la contingence matérielle, y compris les corps physiques de la planète, aura été supramentalisé, on aura affaire à un humain, pas un humain, un être supramental, au travers des billions de milliards d'êtres supramentales dans notre super univers,
Et ça ressemblera à une humanité comme nous la connaissons aujourd'hui, pas dans la forme, dans la mécanique. Et il y aura donc des contacts, des relations supramentales entre d'autres formes. Alors il y aura, comme on pourrait appeler sur la planète Terre, différentes races. Il y aura donc différentes races de corps éthériques bleus. Il y en aura des jaunes, il y en aura des verts, il y en aura des rouges, il y en aura plusieurs sortes. 12 à finaliser sur la planète Terre. Un 13e sera accompli dans les quelques journées à venir. Et il y en a d'autres avant. Il y en a pour tout cela dans le super-univers. Lorsque le même travail sera accompli dans le super-univers, d'ailleurs, c'est-à-dire la spiritualité, que c'est un cycle d'octave, ça se refera dans la création. Et à un moment donné, ça sera fini. Ça l'arrêtera. C'est fini. Ton corps physique a prononcé 2 fois supramentral. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est parce que les ténors en haut, là, tu ne pas tout savoir. C'est parce que j'ai arrêté, j'étais conscient, puis j'étais pas ça, c'est mental. Et non pas super mental. Ça ressemblait à mantra en méditation. Oh, ça n'a rien à voir. Mantra, ça n'a rien à voir. C'est de ça, c'est court. Si le passé et le corps n'ont rien à voir avec l'évolution, quel est le rôle de la mutation du corps physique? Le rôle de la mutation du corps physique est de permettre à l'ego de continuellement conserver dans sa conscience astrale l'idée de l'évolution. Alors, il n'y a pas de mutation du corps physique. Ce que j'ai dit est parfaitement vrai. Et évidemment, c'est parfaitement faux. Mais parfaitement vrai. Quand nous sommes assujettis à évoluer, c'est ce que j'ai dit vrai. Et lorsque nous ne serons plus assujettis à évoluer, nous serons parfaits. Alors, évidemment, ce que j'ai dit ne s'adressera plus à vous. Mais il y a encore énormément de facettes chez vous qui allez continuer à évoluer. Alors, il y aura des sécrétions pour obliger le corps à féminer. Des explosions d'énergie à l'intérieur et le corps va cheminer dans le temps, pas dans l'espace. Dans l'espace, ça prend aussi de l'énergie, des strokes, entre autres. Alors, la cellularisation, c'est l'acceptation inconditionnelle de l'ego d'un nouveau corps. Alors, il s'agit de l'agresser. Nous sommes ce que nous sommes et nous ne changeons pas. Ça veut dire que la journée où nous n'allons pas être capables de passer la main à travers le mur, nous n'aurons pas changé. Cela veut dire que la journée où nous allons revenir, en réalité, nous allons constater que nous avons toujours été jeunes. Nous avons toujours été vieux. La journée où la peur ne nous dérange plus, parce que nous n'avons jamais eu peur. Alors, du point de vue de l'être, comme ça. Du point de vue de l'homme, on pourra parler de cellularisation, parce que dans sa mémoire, il mémorise ce que c'était ailleurs, et il pense que c'est lui. Coupez-vous un ongle, très proche du doigt. Et si vous êtes conscient, vous allez dire, vous êtes pas comme ça. Et là, votre ego va vous dire, oh, mais il y a un ongle sur la table. Et vous allez dire, effectivement, il y a un ongle sur la table. Et on essaie de me jouer le jeu que l'ongle a déjà été sur mon doigt. Et je l'ai coupé. C'est une illusion. Et un an après, sans toucher votre ongle, vous allez remarquer qu'il est plus long. Dans l'illusion, vous allez remarquer cela. Dans la réalité, c'est vous, c'est comme ça. Ça, c'est pas un jeu de mots. Parce que ça, je peux vous le prouver. Mais la mémoire, trouvez-moi là. Il y a un jeu de mots qui passe, c'est bien sûr ça. Pas dans ce qu'on peut prouver. Je peux prouver que vous êtes là. Et vous ne pouvez pas me prouver que je prends une pause tout à l'heure. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et même pas bouger. C'est encore assis. On était assis. Si demain, on n'aurait jamais été assis. Tellement simple.
Alors, toute la structure, l'illusion, l'évolution, le passé, le corps, la cellularisation, c'est vrai. Et puis à un moment donné, quand on naît, EST, quand on naît, et non pas NAIT, c'est ça. Pour moi, il n'y a qu'un mot magique à travers la création. Et s'il pouvait en avoir un dans la création aussi, ce serait intérêt, que d'autres appellent peut-être intentionnalité. Quel intérêt ont les Melchisédek, et cela de leur point de vue, à eux, à vouloir accélérer l'évolution de l'homme? C'est en plein ça. C'est un jeu de mots intéressant, mais la question posée en fonction de nous permettre de faire le jeu de mots. C'est qu'il nous doit quelque chose, ce qu'on appelle l'intérêt. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que on va finir les questions et puis après ça, on va parler un peu de la création et de la création. L'Angleterre a vécu vendredi la panique du virus informatique. Le virus informatique est un phénomène de manipulation de mémoire à la fois rusée et efficace. Et d'abord, sur ce phénomène et les leçons qu'on peut en tirer. L'Angleterre, ça ne change pas. Ils ont déjà eu la panique à cause du virus de la peste dans les 1600. Puis là, maintenant, c'est les ordinateurs. Il y a même, il y a non. Élaborer quoi? Élaborer ce phénomène et les leçons qu'on peut en tirer. Quelles leçons voulez-vous tirer du fait que l'Angleterre connaît du virus informatique? La leçon, c'est pour l'ego. La leçon, c'est dans l'illusion. Dans 20 ans d'ici, il n'y a plus un seul Britannique qui va parler de ce virus. Alors que présentement, il s'est mis à qualifier du virus. Quelle perte. Perte d'énergie. Donc, quelle perte de temps. Dans 1 an et demi, ils n'en parleront plus. Quelles leçons tirer? Rien. Astralement, oui. Dans l'illusion, oui. Beaucoup de leçons à tirer. Mais étant donné la façon dont j'ai commencé la journée, il n'y a pas de leçon à tirer de ça. Dans pas grand temps, ils ne feront même pas. Ils auront dans leur mémoire, dans leur statistique, ils auront conservé certaines disquettes avec du virus dessus pour pouvoir continuer à prétendre qu'un jour, ils ont eu des virus. L'ego fonctionne à partir de différences de potentiel. Différence de potentiel lui permet de s'écraser ou de monter. On appelle cela l'évolution méritoire. Ça donne de l'énergie. Ça permet à l'être humain, dans sa structure astralisée de conscience, de supporter son ignorance. Ça lui donne de l'énergie, ça le survole. C'est pas que ça le survole. Et s'il n'y aurait pas de virus pour permettre à des chercheurs d'arriver à les contrer, il n'y aurait pas de virus. L'être humain est tellement attaché, tellement pris, tellement esclave de l'illusion, de la forme. Le mérite, c'est la preuve de l'attachement à l'illusion de la forme. Tout est si simple. Trop. Pour l'homme. Vous avez... J'ai failli donner un exemple. Mais, c'est ou pas, vous n'êtes pas prêt. Ou je ne suis pas à supporter ce qui va se passer. Mais ça va pas se passer. Comme ça. Alors, revenons avec ce Londres. Prenez une disquette chez vous, pour la placer dans votre ordinateur et les virus dessus. C'est n'importe quoi. À quoi ça sert d'écrire?
faudrait que je vous soyez tous initiés en même temps. Parce que si j'en initie qu'un, les autres vont apprendre. Il y en a qui vont rire, la majorité vont apprendre, et ne rien fait, tu vas comprendre. Celui qui va être initié. Oh, ça va venir, ça, vous allez passer. C'est pas. C'est tellement simple. Vous écoutez la conférence présentement, n'est-ce pas? Et à travers cette écoute de conférence, il y a des facteurs que vous devez absolument identifier. Dans son initiation est beaucoup plus pénible pour celui qui n'est pas ici, c'est sur la cassette. Et la personne qui écoute, comme vous qui écoutez, n'a jamais eu de bruit. Et maintenant, je continue la conférence, on continue l'écoute. Vous restez pogné avec le bruit, avec la frustration de mes visions. Parce que c'est important, c'est pas dans le bruit, c'est ce qui continue. Tellement attaché que l'humain se dit oui, mais j'ai peur de manquer quelque chose. Combien de films avez-vous manqué? Et qu'est-ce que ça l'a terni dans votre vie? Qu'est-ce que ça l'a changé de les manquer? Vous allez les voir. Coulons. Les virus, qu'est-ce que ça donne en Angleterre? C'est de l'événementiel. Pas de la réalité. C'est de l'illusion. N'importe quelle partie de la vie. C'est de l'illusion. C'est pas de la réalité. Tout ce qui ne reste pas est illusion. De ce fait, l'astral étant totalement illusoire, il meurt, il gagne le monde de la mort, il oublie, il perd. C'est tout. Pour obliger l'illusion à devenir de la réalité, alors il la mémorise, il la conserve. Il essaie de la rendre stable. Mais ça ne dure pas, ça ne reste pas, ça semble, ça crée de l'illusion de conscience. Être attaché à quelque chose, c'est être attaché tout court. 1 milliard de dollars perdus en structure d'informatique à travers toutes les compagnies piratées par ce virus. Cette énergie-là n'aura jamais appartenu. Elle a cheminé. Et pour que l'ego accepte ait une raison du cheminement, on lui a donné une. N'importe laquelle, on lui a donné une. N'importe laquelle. Je vous manque une raison. Pour certains, c'est Dieu qui voulait ça. On s'en fout. Pour un autre, c'est un mot du chien qui a fait ça. Pas grave. L'énergie circule, chacun a sa raison. Quelle est la leçon à tirer? Allez vous coucher. La leçon. Vous voulez traire une vache? Elle n'a pas de lait. Quelle leçon à tirer? Prenez la peau. Un jour, elle aura un veau. Allez-vous être une partie de l'événement pour engendrer le veau? Vous ne devriez pas. Et si vous êtes un animal humain, oui. Vous allez aller apprendre. Vous allez faire venir un vétérinaire. C'est un animal humain. Et il va peut-être féconder la vache. Vous allez acheter un bœuf. Les mettre dans la même cour. Dans la même petite cour. Et à un moment donné, il va y avoir un veau. Vous allez prendre la vache, il va y avoir du lait. Et si vous êtes un être humain, vous allez faire la vache. C'est un conditionnement d'être une partie de l'événement. On s'attache. C'est une choix. Je pourrais, moi, toucher encore ici. Ça me plaît, moi, depuis le film hélicoptère. Je n'ai pas tout ce coup.
de l'événement, c'est comme à Londres. Ne pas en faire partie, c'est autre chose. Autre race. Elle naît chez vous, et il y a une guerre. Elle grandit, c'est une guerre. C'est assez non. Si vous avez à être quelque chose, oui, cherchez ça. Mais la conscience chez l'homme, c'est autre chose. La conscience, elle est libre tant qu'elle n'a pas été humanisée. Il y a énormément de parties, de structures supramentales qui vous appartiennent et que vous n'avez pas encore digérées, donc que vous n'avez pas encore colorées. Et ces parties sont libres. Dans leur énergie. Et tant qu'elles sont libres, elles peuvent tout changer l'avenir de votre conscience astrale, de votre corps physique. Autrement dit, les dés ne sont pas jetés. Pour la majorité des gens, en tout cas. Et même ceux qui les ont jetés, c'est toujours moyen de faire des choses. Ou de changer les règles. Ce sont les pitons noirs dessous qui comptent, et non plus dessous. C'est tout change. C'est un jeu. C'est un jeu. Caché, non. Oubliez, oui, c'est long. Tous ceux qui veulent faire partie de l'événement participent à l'événement. Ça les stimule, ça leur donne l'impression qu'ils vivent, et ça permet à l'énergie de traverser un paquet d'événements, d'être spatio-temporalisé. Ça permet de conserver l'intelligence dans la matière. Ça permet de conserver de l'énergie là où elle ne peut pas être conservée. Ça permet de faire en sorte que, dans le déplacement d'événements, de l'énergie reste. L'appliqueront, s'en serviront. D'autres. Ils brûleront les ailes dans la totalité de tout ça. Il y a moyen de changer les règles du jeu, libre arbitre, de ciel. Il reste là. Les parfaits, tu dois changer les règles seulement selon ce que les règles peuvent changer et selon ce que tu veux changer. Si tu ne peux pas changer les règles, tu ne changes pas les règles. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que si je dis cela aujourd'hui, c'est que là, tu peux. Avant que je le dise, ça ne pouvait pas. Maintenant que je l'ai dit, ça se peut. Et ceux qui vont changer vont le faire parce que je l'ai dit. Donc, ils sont manipulés à changer les règles. Donc, ils n'y échapperont pas. Vive les grandes gueules. Qu'est-ce que cela veut dire de demeurer androïde dans sa conscience? On a un corps physique mâle ou femelle, et on l'habite. Et nous, on est des mâles ou femelles. L'entité mémorielle fait-elle partie de l'inanimé? Quand ma conscience se déplacera pour aller habiter un corps, lundi matin au bureau, ira-t-elle animer une forme matérielle hypothéquée par des formes mémorielles, ou si ces formes mémorielles qui ont un passé se déplacent avec ma conscience? Elle va aller habiter, probablement des formes mémorielles qu'elle accumule, des places avec les stress, ça peut, c'est un problème, mais ça peut. Et elle va aller habiter un corps de personnes qui travaillent. Alors, lorsqu'elle va embarquer dans son automobile, elle va embarquer dans le corps physique du gars ou de la fille qui conduit. Ça sera similaire, c'est tout le temps. Quand au travail, ben, elle va maintenant embarquer dans le corps physique de celui qui travaille. Alors, elle sera maintenant comme celui qui travaille. Il y en a qui rentrent, qui viennent aux conférences, ils embarquent dans le corps physique de celui qui vient aux conférences. Quand ils s'embarquent dans le corps physique de celui qui va travailler, ah ben là, elle pense tout, ça se met à sacrer, ça chiale tout le temps, ça gueule, c'est pas le même corps. Et là, ils vont dire, oui, mais au travail, je suis pas capable, parce que, ben non, c'est une question de où tu embarques, c'est ça. Il y en a qui se mettent à boire, qui rentrent dans le corps, celui qui boit pas tout le temps, donc il accepte d'entrer dans ce corps-là, il va boire. Il veut arrêter de boire, ben, il prend un verre, il embarque dans le corps, puis il risque encore de tuer.
que c'est parce que tu es embarqué dans ce corps-là. Dans cette illusion de forme qui joue ce jeu-là. Et à un moment donné, ben, si tu embarques dans celui qui veut t'exprimer, et qui finalement a de la misère, ben, tu embarques là-dedans. Embarque donc dans le corps de celui qui ne peut pas. Comment faire? Ben, comment faire? Il ne faut pas que tu sois riche par l'ego. Sinon, tu vas encore embarquer dans le corps de celui qui veut s'autocumer et qui lutte pour s'autocumer. Tu fais partie de l'événementiel, tu fais partie des statistiques prouvant que celui qui veut arrêter ça, c'est finalement recommence. Tout. Mais embarque dans le corps de celui qui veut s'autocumer. Est-ce que l'ombre de forme du corps dans lequel tu vas embarquer aide? Ça va aider. Pourquoi? Parce que si tu t'habilles différemment, en partant, tu n'embarques pas dans le même corps. Tu n'embarques pas dans le même corps. Tu parles différemment, agis différemment, bouge différemment. Il y a toujours cette astral qui essaie de te récupérer. Bon, c'est bon, mais si tu vas bien, il faut que tu changes. Sinon, tu embarques dans le corps. On a combien de corps qui nous attendent? Il y a celui qui se couche, celui qui parle, celui qui te regarde, celui qui se maquille, celui qui travaille, celui qui chiale, celui qui a. C'est normal. Quand à un moment donné, tu rentres dans un corps qui se met en colère, bien souvent, le haut de la conscience, c'est pas dedans, elle ne peut pas embarquer dans ce corps-là. Alors, le corps est à la colère. Quand ta conscience astrale, l'illusion, en change dans un corps qui est à la colère, qui redevient celui qui n'est pas colérique, dans ce cas, ta conscience pour se libérer. Elle a toujours été dans le corps calme. Elle attendait que le reste arrive dans le corps calme. Avec la mémoire qui pense avoir fait. Mais il n'y a rien fait. Tu es capable de le faire de façon non égoïque. Par exemple, actuellement, tu habites un corps malade, mais tu viens d'avoir un corps en santé. D'avoir Tu n'as habité jamais un eu de corps en corps à santé. santé. C'est d'avoir déjà habité un corps en Tu n'as santé. jamais habité un corps à santé. Tu habites un corps malade. Actuellement. Oui. Tu ne peux pas retourner dans la tête. Il n'y a pas jamais eu d'ancien. Qu'est-ce que veut dire retourner dans le passé, sinon aller dans l'avenir? Ou aller dans un corps semblable à celui que mémoriellement tu as déjà connu. Tu n'as pas toujours connu mémoriellement. Tu le connais présentement mémoriellement. Mais tu ne l'as pas connu mémoriellement. Et puis tu le recréer, Pas le le réhabiter. Pourquoi le Tu ne réhabiliter? l'as jamais habité, puis tu l'habiter demain. Ah, c'est ça. Oui. Mais le re, non. Et c'est important parce que toute la structure de la pensée est faite en fonction du re. Et on travaille vers quelque chose qui n'existe pas. C'est l'illusion. Alors, c'est peut-être similairement la même chose dans la réalité, mais il y a une différence totale. Ben, regardez la photo du paysage de ta fenêtre ou regardez le paysage de ta fenêtre, ça va aller. Tu vas à la chasse, c'est mieux d'aller ailleurs que dans un arcade. La stimulation de la main, c'est ça va être intéressant. Exactement comme quand je dis que l'astral te donne l'inverse de la réalité, et quand tu connais le principe, te donne l'inverse de l'inverse de la réalité. L'inverse de l'inverse de la réalité, mathématiquement, c'est la réalité, mais pour l'astral, c'est pas la réalité. La structure sera efficace, sera réelle, mais lui ne le sait pas. Pourquoi il te donne l'inverse de l'inverse? Il ne se rend pas compte que te donnant l'inverse de l'inverse, dans la mathématique actuelle, tu donneras la réalité. Il ne le sait pas. Il le ferait, il te donnerait l'inverse, et par la suite, il te donnerait deux inverses, et il te ferait trancher les deux. Ça serait encore une fausse date. Il ne le sait pas. Alors, quand tu veux fonctionner dans la réalité, tu ne peux pas dire, oh, mais réhabiter, aller dans le passé, ça fait partie de mon avenir. Hein? Je ne suis pas dans le passé, j'embarque dans une machine à voyage dans le temps, et là, dans mon avenir à moi, je régresse dans le passé. C'est mon avenir. Il a fallu que j'aille 25 ans, puis après 25 ans. C'est mon avenir, régresser dans le passé. Tu comprends? Oui. Mais pour l'astral, c'est régresser dans le passé, mais pour la réalité, c'est pas régresser dans l'avenir. Sauf que dans l'un des cas, dans celui qui régresse est dans l'astral n'a pas de conscience, l'astral vieillit, l'astral ne fonctionne pas. Celui qui va dans l'avenir est autre chose. Pourquoi il y a une immense différence entre réintégrer le corps ou intégrer le corps? Parce que tu peux pas. C'est l'astral qui gère, tu peux parler comme tu parlais. C'est le mental qui gère, tu peux parler comme tu parles. Donc, il y a une nuance totale, c'est l'astral qui gère, ça ne fonctionnera pas. Ça va fonctionner dans l'illusion, pas dans la réalité. Si je n'existais pas, je n'existe donc pas plus maintenant, puisque la conscience n'existe pas spatio-temporellement. Comment peut-elle exister temporellement et non spatialement? Elle n'existe pas.
De dire qu'il faut une preuve pour prouver qu'on a déjà existé n'est pas logique, puisqu'il faut prouver par une illusion qu'une illusion existe. Est-il possible qu'on ait existé même sans preuve? Non, c'est pas une preuve qui parle. Quand je parle de preuve, je parle d'ego. Preuve, preuve. Là, je ne trouve rien de preuve. Je trouve que les preuves existent. Oh. La conscience n'existe effectivement pas. Qu'est-ce qui existe au niveau temporel? De l'illusion. Ce n'est que de l'illusion. Que de l'illusion. La conscience n'existe pas. On pourrait dire elle est là, mais elle n'est pas là. Mais ça n'existe pas. C'est préexistentiel. Mais ça a des incidences dans l'existence. Alors, du point de vue humain, ça existe, mais pas comme on le conçoit. Ça n'existe pas. Mais c'est là. C'est pas là. Pas trouver des mots, mon ami. On disait que la vie ne fait pas le moine, en réalité, c'est faux. La vie fait le moine. La vie fait le moine. Là, quand tu viens un moine, ça ne révèle pas la vie quand tu ne connais pas comme moine. Quand chez les terres, ils refusent de s'habiller sur leur uniforme. Ils n'ont pas le temps. La vie fait la tête. Bon, Je suis d'entrer chez Paul, c'est bon. exact. Ce qu'on doit comprendre au niveau de la conscience, de la vie, ou etc., c'est que l'illusion existe. L'illusion n'a pas existé, il existe dans la mémoire. Dans la mémoire, il a existé, donc ça lui donne la possibilité de conserver l'impression qu'il existe dans l'actualité. Mais, on fait le temps. Parfois, quand je trouve quelque chose de drôle et que je sais que ça ne doit pas paraître, j'ai beaucoup de difficulté à me contrôler. Ça dépend de quoi et comment que je fais. Premièrement, vous posez la question convenablement. Est-ce que vous avez des difficultés à vous contrôler, ou à contrôler votre ego, ou à contrôler votre corps physique, ou à contrôler. Mais pas vous contrôler, vous contrôlez sans problème. Qu'est-ce que ça dépend qu'il y ait des personnes qui n'ont pas l'esprit vite pour comprendre des choses simples et qu'elles comprennent des choses compliquées, alors que pour d'autres, personne ne les comprend. Ça dépend de la valeur émotive que l'ego apporte à l'énergisation neuronique pendant l'explication d'un phénomène. Pour certains, quand 3 ou 4 neurones, chiffre inexact, sont stimulés, parfait. Pour d'autres, pour 25 000, 30 000 neurones de stimulés, on peut se prétendre que là, c'est nécessaire. Alors, ça dépend simplement de la valeur émotive, énergétique, que va donner l'ego à la stimulation biologique neuronique. Alors, on va demander à quelqu'un, on va quelqu'un amène un gros problème, puis on va lui dire, passer par le nez, pour s'en aller. Non, pas ça. Si on lui donne pas d'explication, là, il y a une affaire, on lui trompe. Il y a trop de neurones qui fonctionnent, puis l'ego n'arrive pas à trouver dans le paquet de neurones, lesquels 3 neurones qu'il va prendre comme solution. Il y en a d'autres, et bien, comme je le disais, on doit remplir la boîte. Alors, pour pas être rempli, on répète le même mot avec 25 000 synonymes différents. Puis la personne a dit ah! Elle a dit. Si la conscience est instantanée et donc ne peut observer le changement, qu'est-ce qui observe le changement? Le changement, c'est la mémoire qui observe qu'elle meurt. Donc, c'est l'ego qui observe le changement. Ça s'appelle ça l'évolution. Est-ce que tu veux dire que lorsque l'on fait une promesse ou autre genre, que c'est déjà se passé, comme d'un mois ou deux, cela est déjà mort, et comme cela ne peut être libéré, soit de tout notre passé, et on peut faire comme si on commencerait toujours à neuf? Non, non, non. On ne doit jamais faire comme. Jamais. Jamais. Tu dis qu'il faut attendre le bon moment pour telle ou telle chose. Si la conscience peut plier l'espace-temps, pourquoi doit-elle attendre que l'ego soit prêt? Quand tout veut plier l'espace-temps, tous les espaces-temps réels seront individuels. Le Christ a-t-il été utilisé ce procédé pour quitter la création? Oui. C'est-à-dire que la conscience plie l'espace-temps, pourquoi doit-elle attendre que l'ego s'attaque?
parlé tout à l'heure de création. À moins que j'aille tout dans le livre. Je vais tout encore. Tu as déjà Pas dit, débarquer. tu as déjà dit que la personne qui se prend au sérieux va dire, exemple, la pizza n'est pas bonne au lieu de dire, je trouve que la pizza n'est pas bonne. Et tu dis dans le pouvoir de la parole qu'on ne doit pas dire je trouve, car on sait qui parle. Dans cet exemple, comment ne pas se prendre au sérieux et avoir la parole ajustée? C'est très simple. Hein. L'ego ne trouve pas la pizza bonne. La pizza ne trouve pas mon ego bon. C'est intéressant aussi. Les papilles gustatives, mon corps physique, la bouche, je suis capable de trouver comment acheter une parole parfaitement précise. Mais la meilleure chose, que si on ne trouve pas ça bon, c'est que notre corps n'en a pas besoin. Alors, non, le corps ne peut pas manger ça. C'est simplement parce que il y a des personnes qui n'aiment pas le beurre d'arachide. Et puis à un moment donné, ah ben, il en manque. Mais là, puis après un laps de temps, je suis capable. Ça sent pas bon, ça sent que ça, c'est ce que vous aviez besoin, vous l'avez pris, maintenant vous en avez plus besoin. C'est ma plus simple. Un goût bon, pas bon. Tout sur la planète est systématisé en fonction des mémoires. Par exemple, mise en mémoire, en prison, du son, de la lumière, par la musique, l'enregistrement, la parole fausse, les vidéos, la télé, etc. La première intervention supramentale sur la planète est de venir détruire ses formes, ses mémoires, le système au complet. C'est vraiment un acte d'héroïsme. Deuxième intervention serait-elle de créer un monde planétarien supramental. Est-ce possible du fait que l'on essaye de créer de l'instantané dans la forme alors que la planète support la planète support ne peut être créée et détruite à la fois dans l'instantanéité individuelle. Je cherche explique. Il n'y aura pas de monde supramental. Il y aura des mondes intelligents, des mondes mentaux, mais il n'y aura pas de monde qui sera créé par la structure supramentale, par l'espace supramentale. Nous n'allons pas vers une évolution supra-technologique. Nous n'habiterons pas toujours de planète. Nous n'habiterons pas toujours. C'est important. Puis bien, c'est ça. Se poser constamment des questions et qu'on ne peut pas faire autrement, dû à une certaine manipulation. Alors on ne se les pose pas. On nous les pose. C'est très souffrant du fait qu'on n'a pas de réponse par soi-même. Le jour où l'on commence à Ouais, répondre. c'est qu'on ne nous pose pas ces questions-là pour qu'on leur réponde. Donc, la personne ne devrait pas souffrir de ne pas avoir la réponse. Parce qu'elle pense qu'elle se pose des questions. Les questions, c'est de l'énergie. À un moment donné, on les met dans une banque qui s'appelle votre tête. Puis plus tard, on va aller les chercher. Bon. Alors, la question que tu là, c'est on te pose une question, mais on ne te la pose pas. On vient te poser. C'est l'énergie. Elle peut être assimilée parfois, mais elle peut aussi s'en aller ailleurs. Elle peut préparer la conscience collective à avoir un support tellement grand à un moment donné pour que le reste du dépôt vienne se faire. Là, c'est la réponse. Mais la personne qui a plein de questions, elle a un ajusteur de pensée qui fonctionne. Il y a beaucoup d'énergie qui descend chez elle. Ce sont des dépôts d'énergie. Et elle pourra les digérer. Ça va quand même circuler pareil. Ou elle pourra à un moment donné les perdre. Mais elle n'a pas besoin de chercher à répondre aux questions. Le jour où tu as besoin de la réponse. Si on a besoin, il faut l'avoir. Oui, la question va s'en aller. Il y a énormément de. Encore. Ça revient encore à la même chose, c'est qu'on s'attache à tout ce qu'on pense être. Moi, je me pose jamais. De temps en temps, il y a des questions dans ma tête qui se promènent, et puis s'il y a la réponse, c'est plaisant pour l'ego. S'il n'y a pas de réponse, c'est plaisant pour l'ego. Arrangez-vous comme moi, là. Il y a un ego qui veut avoir des réponses, mais un ego qui n'en veut pas. Quand on n'a pas ce parti-là, c'est pas tant. Ça m'en est. Bon, le jour où on commence à répondre que le verbe s'installe est la fin de cette étape où l'on ne pouvait cesser de se poser des questions sans réponse, puisque la descente d'intelligence nous donne accès aux mémoires, voire aux mémoires galactiques. Le cours d'orateur que tu vas donner va-t-il résoudre ce problème complètement, ou s'il doit y avoir d'autres choses pour résoudre ce problème? Oui, quoi? Vous verrez. Ouais, ça va voir.
demande si c'est la fin, elle va voir. Si elle est rendue là, elle va savoir. Je ne sais pas pour y répondre, elle va savoir. Oui ou non. Le cours d'orateur, c'est comme n'importe quel cours. Garantissez-moi le produit du bar, je vais vous garantir le résultat. Du coup, de parler de création, il y a encore une question. Ah, oui, on en continue. Une étoile comme Orion aurait-elle un jour agi dans le processus de constitution émotionnelle de l'humain, c'est-à-dire dans le processus d'implantation de l'âme chez l'humain? Si tel est le cas, comment un processus de négociation, de conscientisation qui amène à la destruction de l'âme et à la destruction du monde de la mort, de l'astral, peut-il agir sur l'étoile Orion et sur ce qui la contrôle? Sur quel contrôle? Ce qu'on doit comprendre à travers toutes les mécaniques, d'accordion, il y a eu d'autres étoiles aussi qui ont eu, il y a beaucoup de choses astrales qui ont été créées en provenance d'Orion. D'autres places, puis Orion est encore présentement extrêmement présente à l'intérieur de certains personnages. Pas moi. Le monde astral, ça n'existe pas. On est tous d'accord avec ça. La matière n'existe pas, l'astral n'existe pas. Et continuellement, à travers l'évolution du cheminement évolutif, on doit cesser de s'attacher à tout. Dans le début, on dit ne faites pas confiance. C'est simplement une façon diplomatique et intuitive de dire attachez-vous pas. À qui devons-nous faire confiance? Personne. Quand on me dit à vous, tu qu'est-ce? Je réponds non. Et je renchéris en disant même pas à vous. Ne vous faites pas confiance. Moi, je ne fais pas confiance. Alors, faites pas confiance. Mais ne me faites pas confiance. Non. C'est le début. Et quand on veut préciser un peu, on dit ne vous attachez pas. Pas à vous, pas à moi, pas au voisin, pas à l'automobile, pas au plafond, pas au compte en banque, pas à votre linge, pas à votre corps, pas à des concepts, pas à des idées, pas à des désirs. Ne faites pas confiance à rien, incluant l'humain, une chose, ne vous attachez pas. Si on ne s'attache pas, comme dans Cybertral, rien. Si on s'attache, on parle de l'astral. On en parle beaucoup. On va en reparler. Mais on ne devrait pas en reparler. La question de l'ego, c'est de quoi on va parler si on s'attache à rien. On ne parlera plus. Ça va être là. Il y a de l'ego. On va parler de l'astral. Aujourd'hui, je complique et je simplifie. Je complique moins. Je complique pas. Mais je peux élaborer énormément et puis je faire des vibrations pour simplifier. C'est pas pour vous. C'est là. Alors, attachez-vous pas. C'est quand les questions de leur tête, attachez-vous pas à cette question-là. Attachez-vous pas à l'inventement. Laissez-les penser. Une expérience extrêmement intéressante et extrêmement améliorante qu'on peut faire, c'est quand on se couche, on ferme les yeux, et puis on voit quelque chose. Et puis maintenant, on ne contrôle pas ce que l'on voit. On laisse ce qui est là déplacer tout ça. C'est de circuler de l'énergie. On parvient à faire ça, on est tout proche. La majorité des gens, ils vont fermer leurs yeux, puis à un moment donné, ils vont voir quelque chose, et ils vont penser, ah, on dirait une fleur, même si c'est pas, ils vont essayer maintenant de voir les pétales, ils vont essayer de faire des choses avec. Oh, elle n'a pas la couleur qu'on voulait, puis là, c'est en sorte, ils vont essayer de faire des choses avec ça. Allez, pas vous, pas ça. Et si vous vous attachez, c'est vous autres. Mais vous vous attachez à une mécanique où il n'y a pas de débarbé, vous ne contrôlerez pas.
lorsque l'humain fait une extra-conscientisation, voyage astral, quelle vitesse se déplace-t-il? Qu'est-ce qui lui sert de véhicule? Son périphérique, son âme en entier? Quoi d'autre? Y a-t-il un lien entre ce genre de transport et le transport thérapeutique? Pour pouvoir se véhiculer dans le supramental, faut-il avoir été capable de se véhiculer dans l'astral avec un prérequis? Pour apprendre à conduire une moto, tu peux avoir appris à conduire un tracteur. Mais c'est un transport thérapeutique. La vitesse de son déplacement, c'est la vitesse à laquelle il veut se déplacer. C'est une vitesse qui est très très proche de l'instantané, qui est beaucoup plus rapide que la vitesse de la lumière, parce que c'est un déplacement thérapeutique qui se fait à travers un continuum supramental qui n'est pas limité à un accotement du déplacement à près de 300 000 km à la seconde. C'est beaucoup plus vite. Dans la conscience supramentale, faire le tour de la Terre, ça prend un millième de seconde. Dans la conscience supramentale, corporifiée, vous êtes capable, tous, votre conscience vous permet de faire le tour de la Terre en un 10 milliardième de seconde. La majorité d'entre vous, votre conscience ne vous le permettra pas. Alors, je peux vous dire que vous pouvez le faire en un centième de seconde. Mais vous n'aurez pas fait tout à fait le tour de la Terre. En un dixième de seconde, vous ne faites pas tout à fait le tour de la Terre, mais en un 10 millionième de seconde, vous faites le tour de la Terre. C'est pas comme lui. Si vous faites un pas en arrière, ça vous prend un dixième de seconde, vous venez de faire tout le tour de la Terre, moins un pas. Si vous ne bougez pas, vous venez de le faire. C'est bien plus rapide. Mais là, vous l'avez tout au complet. Si on a la conscience suffisamment supramentalisée, on va se rendre compte qu'effectivement, on peut le faire. On est tellement attaché par la forme qu'on n'arrive pas à arrêter ailleurs. On n'arrive pas à arrêter ailleurs. Si on n'a pas suffisamment de conscience supramentale, si on est attaché aux illusions de l'intellect ou de l'astral, ben on va dire c'est pas ça qu'on a fait. Mais même mathématiquement, le résultat total d'un tour de terre, c'est de revenir à son point de départ. On vient tous en faire. Par quel processus celui qui vit en l'an 3200 peut-il revenir en 1989? Sert-il de la courbure du temps, mais à l'inverse, c'est-à-dire du premier, gère-t-il toute sa mémoire du futur? Deuxièmement, cela créant un vide, immédiatement, les mémoires du passé prennent place, et là, on se retrouve en 89. Mais si préalablement, il avait digéré ses mémoires du passé pour aller vers le futur, comment peut-il retrouver celle-ci? Je suis confus. Elle n'est pas confuse. La confusion est confuse. Ouais. En 3201, création matérielle d'une structure permettant à des êtres humains corporifiés de voyager dans l'espace. Destination en 1989. Voyageront-ils dans le passé ou dans l'avenir? Ils voyageront nécessairement dans leur avenir. Ils n'y ont pas été encore. Donc, c'est dans leur passé qu'ils voyagent. Ils iront dans le passé. Donc, dans l'avenir, ils voyagent. Et ils voyageront dans leur souvenir dans l'an 1989. Et nous, pour aller chez eux, en l'an 3201, nous devrons voyager dans notre futur. Quelle est la vitesse de celui qui absorbe son passé, ses mémoires du passé?